J'avais une super bonne idée pour le lancement de ce plateau, de cette émission, de cette nouvelle émission, enfin de ce nouveau numéro, quoi. Mais finalement, je me suis dit que c'était pas si top que ça. Alors, en fait, je vais juste me contenter d'annoncer le sommaire tout bêtement, si j'arrive à m'en souvenir, parce que quand même dans le sommaire, il n'y a pas mon souvenir aujourd'hui. Mais par contre, il y a les jeux téléchargeables, ça peut être intéressant, hein. Il y a quoi? Je sais qu'il y a Auto, mais ça, Auto, c'est à la fin. Et entre les deux, il y a... Ne m'aide pas. Si, aide-moi. Mon souvenir. Ah bah merde alors, j'ai tout planté. Après avoir songé un temps à se séparer de sa section jeux vidéo, le groupe Vivendi vient finalement d'annoncer la fusion de cette division avec Activision, l'un des plus gros éditeurs de jeux actuels. L'entité issue de ce rapprochement se nommera Activision Blizzard et sera incontestablement un poids lourd mondial de l'industrie du divertissement interactif. Dans son catalogue, on retrouvera des titres comme World of Warcraft, Guitar Hero ou encore Call of Duty. A noter que Vivendi détiendra 52% des parts d'Activision Blizzard dans un premier temps, puis 68% si l'OPA prévue dans la foulée est entièrement souscrite. Près de 2 semaines après sa sortie sur Xbox 360, Black Site n'a pas été épargné par la critique, mais plus surprenant, pas non plus par son concepteur. Harvey Smith, visiblement peu enclin à faire des cadeaux à son jeu, a tout simplement déclaré que le projet était mal embarqué depuis le début, en prenant par ailleurs la responsabilité de cet échec. Il évoque notamment un manque d'implication personnelle, mais surtout un manque de temps évident pour finaliser le titre. Cette franchise n'est en tout cas pas des plus encourageantes pour un jeu qui verra également le jour sur PS3 début 2008. Lord of Vermilion est un titre signé Square Enix qui ne sortira pas sur console mais dans les salles d'arcade japonaises courant 2008. Il s'agit en fait d'un RPG reposant sur un système à la mode, celui du jeu de cartes avec tapis. Les joueurs auront le choix entre une partie en solo ou en multijoueur, ce qui devrait permettre des affrontements contre des adversaires situés aux 4 coins du Japon. A noter que le soft bénéficiera du travail de grands noms, parmi lesquels se trouvent entre autres Amano Yoshitaka ainsi que Yoshida Akihiko, qui ont bien évidemment œuvré tous deux sur Final Fantasy. Ce n'est pas flagrant sur ces images, mais World Shift est un RTS à l'univers Cyber Fantasy. Développé par Black Sea Studios, le jeu proposera des cartes générées aléatoirement, un mode coopératif ou encore 3 factions aux caractéristiques distinctes. Mais l'un des points essentiels du gameplay résidera dans la collecte des différents objets qui modifieront par leur propriété la manière de procéder du joueur. Sortie prévue chez nous pour 2008. Je suis un petit peu un métamorphe. Qu'est-ce que je vais annoncer maintenant? Je vais annoncer les jeux téléchargeables. Les jeux téléchargeables... Alors, il faudrait que je trouve une vanne quand même avec jeux téléchargeables. Jeu, moi, non plus. Télé, elle est chargeable. La télé, votre télé, vous pouvez vous la mettre sur le dos, c'est une téléchargeable. Wouh! Ça a tourné? Switchball est un jeu avec une boule, comme il en existe depuis Marble Madness. Sur Wii, il y avait Kololinpa, sur PS1, il y avait Kula World, et sur le Live Arcade, il y a désormais Switchball. On y incarne une sphère qui doit se faufiler à travers un dédale tordu avec des énigmes qui, souvent, le sont aussi. Il faudra parfois pousser des boîtes à la manière d'un sokoban pour se frayer un chemin. La bille devra alors déplacer ces boîtes ou encore les ranger de façon à faire un pont. Mais il y a aussi des boîtes en métal qui ne pourront être poussées uniquement avec une balle upgradée. Il est en effet possible d'améliorer sa balle via les générateurs de puissance. Il y a même une transformation qui permettra à la bille d'utiliser un boost pour pouvoir sauter par-dessus des précipices et autres obstacles. On regrette toutefois la maniabilité trop classique, car contrairement à la PS3 ou à la Wii, Switchball se joue au pad directionnel. Non pas que ce soit désagréable, mais le fait est que le contrôle est trop facile pour qui s'est essayé à Kololinpa, Monkey Ball ou dernièrement Super Mario Galaxy. Il n'en demeure pas moins sympathique et captivant pour ceux qui voudraient s'essayer au genre.
Les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais Magician Lord fait partie des jeux de lancement de la Neo Geo en France. Il était réputé pour sa difficulté énorme, mais ce n'est pas ce qui rebutait les gamers de l'époque. Ceux-ci trouvaient d'ailleurs scandaleux qu'un jeu atteignant 270 € offre les crédits infinis. Et oui, les jeux Neo Geo n'étaient pas vraiment donnés. C'est pour ça que c'est une véritable aubaine d'en trouver pour 900 points sur console virtuelle. D'autant plus que Magician Lord, même s'il a aujourd'hui pris quelques rides, n'en reste pas moins un excellent jeu. Les graphismes restent honorables, et seule l'animation et la difficulté pourraient rebuter le joueur néophyte. Magician Lord offre la possibilité aux joueurs de se transformer tantôt en dragon, tantôt en ninja. Ceci change la façon de jouer et augmente les points de vie. Le dragon crache naturellement du feu, alors que le ninja, lui, lance des shurikens tournoyants. La version européenne utilise un système de continue à la porte. Si le joueur perd, il recommence à la porte d'entrée, de là où il se trouvait. La version japonaise, elle, proposait de recommencer directement à l'endroit où le joueur avait perdu. D'ailleurs, le système de porte accuse quelques défauts. Il arrive souvent qu'un monstre soit présent à l'endroit où la porte s'ouvre. Le héros s'y trouvant, il perd forcément de la vie. Et bien sûr, cela arrive toujours quand il ne reste plus qu'un seul point de vie. Malgré cela, Magician Lord offre un challenge à tout gamer qui se respecte. Il permet surtout de réaliser le rêve de beaucoup de gens qui ne pouvaient se le procurer à l'époque. C'est beau un rêve qui se réalise. Tekken 5 avait déjà fait ses armes sur PlayStation 2, puis il était revenu sur PS3 via le PlayStation Store sous le petit nom de Dark Resurrection. Une chose pourtant lui manquait, il s'agit bien entendu d'un mode online. C'est à ce manque que répond le PlayStation Network. Pour rappel, Tekken est un jeu de baston où chaque touche est assignée à un membre. Carré et triangle sont les bras, alors que croix et rond sont les jambes. C'est avec ce système qu'il faudra faire des pieds et des mains donc pour obtenir la victoire. Les modes de jeu sont classiques. On retrouve le mode arcade, le mode par défaut où il faudra enchaîner une succession de combats jusqu'au boss final. Le mode survival permet de se lancer dans une suite de combats où le but est de ne jamais perdre. C'est dans le mode training qu'il faudra aller pour pouvoir perfectionner sa technique. Après un combat, le joueur gagne des points gold, une monnaie qui permettra d'acheter plusieurs items à ses combattants favoris. Ce qui en fait ne sert à rien, mais permet de se différencier du commun des mortels lors des affrontements avec de vraies personnes. Car le seul ajout de cette version justement, c'est le mode online, avec la durée de vie qui s'ensuit. Un ajout un peu onéreux pour une fonctionnalité qui semblait évidente dès le départ. Thank you, spirits. Alors là, je vais dire, j'aurais adoré le souvenir de jeux audio sur Pokémon si je l'avais pas raté. C'est passé quand? C'était la semaine dernière? C'était il y a longtemps. Oh, j'espère qu'on me fera des DVD quand même. J'espère que No Life va commercialiser des DVD un de ces jours quand même. Mais on peut pas. Quoi? Oh, on est une association loi 1901. Moi, le souvenir le plus marquant que j'ai en jeu vidéo, c'était un jeu qui s'appelait Donald Duck's Playground. C'était à la fin des années 80, mon père avait ramené ça sur une disquette du boulot et je me rappelle ça tournait sur une espèce d'ordinateur portable monochrome qui était une vraie valise, truc Amstrad. Voilà, à l'époque où l'ordinateur portable, il fallait le mériter pour le ramener à la maison. Et puis voilà, c'est un jeu où on jouait Donald et donc on était dans la ville, il fallait en fait faire plein de petits boulots pour ramasser en fait un petit pécule qui servait ensuite à aménager le parc de la ville pour que les enfants puissent venir y jouer en mettant des toboggans, des trucs comme ça. Et donc en fait chaque mini-jeu, il devait y en avoir, je sais pas, 4 ou 5. C'était des trucs en fait ludo-éducatifs, comme on dirait maintenant, avec
Bon, il y en avait un où il fallait rendre la monnaie, Donald travaillait à l'épicerie, il fallait rendre la monnaie sur ce que donnaient les clients, donc il fallait compter et tout, les pièces. Et à l'aéroport, il fallait trier les bagages selon les noms, donc il y avait des bagages qui arrivaient avec des lettres, il fallait les mettre dans les sur les bons tapis roulants et ainsi de suite. Donc du coup, c'était pas si facile, je me rappelle avoir bien galéré dessus quand j'étais petit. Et puis voilà, d'une certaine manière, c'est un petit peu l'ancêtre des jeux qu'on a maintenant comme Animal Crossing, où finalement c'est un petit peu ce principe-là de vivre un petit peu sa vie dans la ville et puis de développer à côté. Voilà. Et ce qui est rigolo au sujet de ce jeu, c'est que plus tard, j'ai découvert qu'en fait il avait été fait par Hal Lowe, donc qui est le plus connu chez Sierra en fait, pour avoir fait la série des Les Jours Chute Larry, donc qui est une série de jeux d'aventure un peu coquin. Et donc voilà, en fait, c'était son premier jeu chez Sierra, c'était Donald Duck, bon, je trouve ça que c'est plutôt rigolo. D'ailleurs, pour ceux qui seraient curieux donc d'essayer le jeu, Hal Lowe le propose à télécharger légalement et gratuitement sur son site. Donc voilà. Là, Benoît? Bah, j'ai essayé de faire le générique parce que j'ai le t-shirt. Le générique de quoi? D'Albator? Albator. Mais c'est quelle série là? La première, Albator 78. Déjà, on dit pas Albator 78, on dit Albator, le corsaire de l'espace. Hein. Ce serait bien de respecter un peu les titres originaux de ces séries, surtout si on est censé être fan, comme toi. Ensuite, excuse-moi, mais sur ton t-shirt, c'est quand même le vaisseau d'Albator 84. Il a la tête de mort devant et il est de couleur verte normalement. Et là, tu es en train de faire le générique de la première série. Mais je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. Dans Life, on est quand même censé être une chaîne de geeks. Voilà, et on est censé être carré, un minimum, quoi. Et tu devais pas lancer une émission, enfin une rubrique, là? Auto. Merci, Benoît. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Et vous savez quoi, j'ai une très bonne nouvelle pour commencer l'émission. Souvenez-vous, il y a un mois, j'étais stupéfaite par le fait qu'on puisse diffuser une artiste japonaise sur une radio française, Tsuchihana le Move. Eh bien, ça fait déjà un mois que ça dure et grâce à vous, ça peut continuer. Si vous votez pour elle, comme vous votez pour le Vitop pour nous, sur le site du Move, et que vous faites en sorte qu'elle continue à être diffusée, eh bien, ce sera une grande avancée pour la J-Musique en France. Je compte sur vous. Rappel rapide des concerts dont les tournées ont déjà été entamées en France. Donc, par exemple, le groupe Marble Ship qui fera encore 3 dates en France, le 7 à Quimper, le 9 à Arcachon et le 18 à Blois. Ensuite, nous avons le groupe, non pas le groupe, mais les Tambours de Tokyo qui feront encore une dernière date en France, le 11 à Montpellier. On continue avec ceux qui n'ont pas encore commencé, par exemple la tournée de Mooncana, le 16 à Paris, le 18 à Strasbourg et enfin le groupe Gothica qui viendra à Paris pour une seule et unique date à la capitale le 19. Le groupe Gilgamesh entamera sa tournée européenne le 24 janvier et c'est le 27 janvier qu'ils passeront nous voir à Paris à la Loco. Petite piqûre
piqûre de rappel sur 2 artistes qui vont faire quelques concerts en France grâce à J-Music Live. Il s'agit du groupe Pistol Valve qui sera en concert en février et le groupe Dio qui sera en concert au mois de mars. Alors Dio, vous avez vu 2 très nombreux clips. Hein. Ouais, très nombreux. Ouais, 4, c'est beaucoup. Mais vous ne connaissiez peut-être pas Pistol Valve que vous avez découvert sans doute ce samedi dans les nouveautés du J-Top. Deux nouveaux artistes de visual ont sorti leur album le 7 novembre en France. Il s'agit du groupe Versailles avec leur album Lyrical Sympathy et du groupe Unthrow avec leur album Abel Kane. Wasabi Records a sorti le 5 décembre la bande originale du film Shinobi. Pour ceux qui se poseraient la question, non, il n'y a pas la chanson d'Ayumi dedans, mais ça n'en reste pas moins une jolie petite merveille. Et c'est le même jour, donc le 5 décembre, qu'est sorti le DVD du film. Genshin vient d'annoncer qu'en plus de la tournée européenne du groupe Gilgamesh, ils sortiront le nouvel album du groupe Gilgamesh qui ne sortira qu'en décembre, le 26 plus précisément, et vous pourrez déjà vous le procurer en France à partir du 25 janvier, oui, 2 jours avant le concert en France. Ce samedi dans le J-Top, encore plein de nouveautés. Il y en a qui vont être contents, par exemple un nouveau Shimatani Hitomi, un nouveau clip du groupe Capsule, et là c'est vraiment mon préféré, c'est le 3e dessin animé. Et un nouveau clip de The Gazette, ainsi qu'un nouveau clip de You the Rockstar. Et surtout, le clip que je voulais vous montrer, c'est celui de One Ok Rock, Naihi Shincho, qui est en fait leur premier single en major, donc très important pour moi. Et n'oubliez pas de voter, c'est hyper important aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. J'avais dit que je m'entraînerais. Encore 18 jours, plus beaucoup de temps pour faire ses achats de Noël. Kingdom Hearts 2 est un jeu qui réunit les personnages de Square Enix et de Disney. Sora, un jeune garçon, parcourt l'univers de l'oncle Walt avec ses amis Dingo et Donald. C'est tout naturellement qu'il se retrouve dans l'œuvre de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il change alors son costume et devient un Sora d'Halloween. Mais dans la version Kingdom Hearts 2 Final Mix, il porte une tenue de Black Santa. Et n'oubliez pas qu'en décembre, c'est tous les jours Noël sur No Life avec le Hidden Palace.